la rédaction de TF1 s'est dirigée, s'est orientée vers les psychiatres, les médecins, les psychologues, pour essayer d'éclaircir un peu ce qui se passait. Et c'est vrai pour tous les médias, ils se sont massivement tournés vers les experts. Jamais sans doute les journalistes ont autant attendu de l'expertise, et ça va être le thème du débat animé maintenant par Yves Siama, journaliste et président de l'AJSPI. Je vous propose de suivre maintenant ce débat qui s'appelle « Informer au temps du Covid quand l'expertise est incertaine », donc avec l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Je vous laisse la place. Bonjour à tous, je m'appelle Yves Siama, je suis journaliste indépendant spécialisé en sciences et je préside l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Un petit mot sur notre association, juste en passant. Nous ne sommes pas un groupe fermé de titulaires de doctorats au nom abscons, même s'il y en a quelques-uns peut-être. Nous sommes surtout un groupe ouvert de journalistes qui couvrent la science comme d'autres couvrent la politique, l'économie ou le sport, donc des professionnels des médias. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de l'incertitude et de l'expertise, parce que finalement l'expertise dans cette crise, on a vu surgir des dizaines et des dizaines d'experts autoproclamés avec des audiences spectaculaires, parce que des experts surgissent c'est une chose, mais qu'ils trouvent des audiences aussi rapidement, c'était particulièrement troublant et difficile pour nous. Et donc on a choisi de parler de l'expertise. Et d'autant plus que finalement, parler de l'expertise, c'est parler du journalisme, parce qu'un journaliste, son expertise, c'est de trouver les experts, et de les trouver, bien sûr, mais aussi de les questionner, de les interroger, de les passer au crible, et ça n'a pas forcément toujours été fait comme on aurait voulu dans cette crise. Donc, pour discuter de ces questions et aussi de la façon dont les journalistes scientifiques et les journalistes plus mainstream, généralistes, ont interagi, je vous présente mes invités. Caroline Tourbe, qui est à ma gauche, qui travaille au Point, au service sciences. Nicolas Martin, qui anime la méthode scientifique sur France Culture. Et Tristan Vey, qui est chef adjoint du service sciences au Figaro. Et voilà, pour commencer, je fais un petit tour de table parmi mes invités. Comment est-ce que vous avez choisi vos experts? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Est-ce que vous conseillez quelque chose pour choisir ces experts aux gens qui nous écoutent? Caroline, tu veux commencer? Allô? Oui, ça marche. Comment j'ai choisi mes experts? En fait, je les avais déjà. Parce que c'est l'avantage d'avoir l'habitude de travailler sur des sujets de sciences, des sujets de biologie, des virus émergents. Rapidement, on avait, avec certains de mes collègues, dans nos carnets, des noms de personnes très pointues qui connaissaient le sujet, qui en tout cas étaient celles qui pouvaient nous éclairer nos lanternes le mieux possible. Donc c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Voilà. Oui, c'est un petit peu pareil pour nous, c'est-à-dire que comme nous on est une mission scientifique plus généraliste, on fait quand même de la santé, de la médecine tous les lundis, donc on avait déjà quelques noms, en tout cas quelques pistes, et puis à partir du moment où en dehors de la méthode scientifique, on a commencé pendant le confinement à faire la radiographie du coronavirus et donc avoir une chronique quotidienne autour de la recherche et de l'évolution, et en fait simplement on a eu recours aux études, c'est-à-dire qu'on est allé chercher dans la littérature scientifique les signataires des papiers qui nous paraissaient sérieux, on les a appelés et en fait petit à petit on s'est constitué une sorte de pool de personnes avec ceux qui étaient finalement les plus solides et qui ont confirmé être les plus solides au fil du temps et qu'on continue à solliciter aujourd'hui encore. Donc ça n'a pas été un vrai problème pour nous parce que on avait déjà finalement, comme le disait Caroline,
un certain nombre de noms dès le départ, et puis l'habitude d'aller trouver les signataires d'études, donc de faire la démarche d'aller vers, moi j'aime pas tellement le mot expert, mais en tout cas vers les chercheuses et les chercheurs qui sont à l'origine de l'évolution justement de la connaissance et de la recherche autour du virus. Le problème, je pense qu'il s'est surtout posé vraisemblablement plus pour les rédactions d'infos généralistes, parce que le manque de prisme de lecture, d'analyse de la littérature scientifique les a parfois conduits à faire intervenir des gens qui étaient peut-être moins sérieux ou moins solides que ceux que nous, on a pu filtrer au prisme de notre connaissance journalistique. Alors, je suis d'accord en partie avec mes collègues. J'ajouterais que peut-être au début de la crise, des experts du Covid, par définition, il n'y en a pas. Parce que cette maladie, on ne la connaît pas, et que du coup, on nous demande de trouver des gens qui sont experts de quelque chose qui n'existe plus, notamment. On a peu d'experts sur le coronavirus, parce que c'est une recherche qui a été un petit peu mise de côté en France, et donc du coup on va vers des experts, des virologues, des gens qui connaissent les maladies infectieuses et qui donc savent ce que c'est qu'une maladie émergente, et donc qui nous aident et qui nous guident. Ensuite, dans une deuxième phase, il y a évidemment les gens qui vont travailler sur la maladie et produire de la connaissance, et donc là on peut aller vers leur expertise, et là je pense qu'il y a tout un travail à faire pour les journalistes, d'apprendre à lire une étude scientifique, à identifier ses auteurs, à chercher à les contacter. Je pense que pour les généralistes, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des organismes, le CNRS et l'INSERM, qui ont des services de presse et qui ont identifié assez rapidement des experts et qui ont fait des listes d'experts, et nous on allait piocher dedans sans aucune vergogne. On a trouvé des gens très bons dedans, on a trouvé des gens qui étaient pas forcément moins bons, mais qui n'étaient pas toujours capables de nous aider sur les questions qu'on se posait, mais qui nous le disaient très honnêtement. On a trouvé des gens assez mesurés. Et l'autre partie de l'expertise, je pense, dans cette crise qui a été très importante, ça a été d'aller vers les gens qui soignent ces patients. Et donc nous, on a eu tout un travail dans les 2 premiers mois de l'épidémie, les premiers cas en France, c'est d'appeler les réanimateurs, les chefs de réanimation, les pneumologues, pour qu'ils nous disent voilà, c'est quoi cette maladie, à quoi on est confronté, comment on soigne, et parce que eux, ils allaient aussi éplucher, ils avaient un besoin vital de savoir comment les connaissances de la maladie évoluaient, et donc du coup, ils faisaient une veille de littérature très importante. Il faut savoir qu'il y avait une avalanche de publications et que c'était pas facile de s'y retrouver, je pense. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez compliqué en fait de contacter les médecins, parce qu'ils étaient débordés d'une part par leurs patients et d'autre part par la demande médiatique. Je me souviens d'une interview que j'ai faite de Xavier Lescure, le chef des infectiologues de Bichat. Il était sur son vélo et il y avait des moments où il s'interrompait. Je pensais qu'il était embarrassé par mes questions, et en fait il m'a expliqué que c'est parce qu'il y avait des montées et qu'il n'arrivait pas à me répondre. Donc on était quand même dans une période vraiment de crise, et vous avez réussi à trouver des gens qui vous répondent, qui prennent le temps, qui sentent l'importance d'apparaître médiatiquement. Alors, apparaître médiatiquement, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que pas forcément. C'est-à-dire que dans mon cas, j'ai eu des boussoles, des gens qui, dans l'avalanche de publications, l'avalanche d'actualités aussi, qui tombait chaque jour, chaque heure, chaque minute, qui étaient des référents pour moi, des gens qui sont pondérés, qui ont le recul aussi sur la production de connaissances scientifiques, et qui n'apparaissent pas forcément dans les médias, qui ne cherchent pas forcément à apparaître dans la lumière, mais qui essayent de faire en sorte que nous, journalistes, dont le travail c'est d'amener l'information au public, ce soit fait correctement. Donc je pouvais les appeler, mais ils pouvaient aussi parfois m'appeler pour me signaler soit que j'avais raté un truc, soit que sur ce point-là, c'était pas forcément exact. Donc c'est comme une sorte de communauté autour de nous, autour de moi, de gens de confiance vers lesquels je pouvais me retourner, mais qui n'apparaissent pas forcément. Alors après, ils peuvent être apparus aussi, mais voilà, c'était important. Nicolas ? Oui, c'est intéressant cette notion de confiance que mentionne Caroline, parce que ça s'est vraiment posé. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, nous on a eu accès à certaines chercheuses et à certains chercheurs vraiment très sérieux, de pointe, qui voulaient nous parler et qui refusaient de parler et d'aller sur des plateaux d'information généraliste, de toute info, parce que Anne Goffard, pour ne citer qu'elle par exemple, me disait à un moment donné, on m'appelle, on me dit est-ce que vous pouvez venir pour parler
parler de quoi? Pour parler du virus. Et donc en fait, elle ne savait pas ce qu'on allait lui demander, on lui posait des questions auxquelles elle n'était pas préparée, auxquelles elle ne savait pas répondre et qui la mettaient dans un grand inconfort. Et je reviens là-dessus parce que effectivement, le traitement rigoureux et sérieux de la formation scientifique, nous on en parle en tant que journalistes scientifiques, et je pense qu'il y a quand même un hiatus qui s'est produit pendant cette couverture et qui me semble important de souligner entre la façon dont ça a pu être traité par des journalistes scientifiques d'une part et par l'information générale et par l'information généraliste de l'autre. Et je pense que ce problème de trouver des experts, ça n'en a pas vraiment été un pour nous, parce qu'on a l'habitude de travailler avec des scientifiques. Ça en a été un pour des rédactions d'information générale, parce que soit non dotées, soit sous-dotées en journalistes scientifiques ou en référents, parce que bien l'incapacité ou la non-connaissance de lecture des études, la difficulté de pouvoir anglais, de comprendre ce qui est bien, ce qui est moins bien, les études qui sont sérieuses, les études qui ne le sont pas, donc de mettre tout ça en perspective, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu, nous, et moi en tant que spectateur de l'information, que consommateur de l'information, et j'entendais des choses qui me faisaient hurler en me disant mais en fait la personne qui est en train d'en parler ne comprend pas de quoi il s'agit, et je pense que c'est vraiment là quelque chose, vraiment ce hiatus et cette dissonance-là qui est à mon avis l'une des leçons principales de cette crise, qui est de dire en fait si dès le départ on forme les journalistes d'information générale à la lecture de la science, si on leur donne dans le cursus initial, c'est-à-dire dès la première année, 2 jours, 3 jours, pourquoi pas une semaine de formation à la culture scientifique, comme on peut le faire par ailleurs, ce qui se fait pour la politique, ce qui se fait pour le sport, ce qui se fait pour l'économie, etc. Donc si on induit, si on plante une graine de lecture de l'actualité scientifique, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça donne des réflexes, ça permet d'éviter un certain nombre d'écueils, et je pense, et je vais le dire de manière peut-être un peu provocatrice, mais que si on avait commencé ça il y a 10 ans, et si toutes les écoles de journalisme avaient dit dès le début qu'il y avait 3 jours ou 4 jours de formation à l'esprit scientifique, et ben aujourd'hui on n'a pas Didier Raoult. Point barre. Je pense qu'en effet, la question de donner une formation scientifique dans les écoles de journalisme généraliste est une vraie question qui se pose. Tu voulais réagir là-dessus, Tristan? Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur l'éducation scientifique des journalistes, mais plus généralement de la société. Je pense qu'on manque d'histoire des sciences dès le collège. On manque de lecture critique. Voilà, on en fait un tout petit peu en philo en terminale. C'est trop peu, trop tard. Voilà, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Après, pour répondre à ta question originelle sur l'accès aux gens, moi j'étais très surpris justement. En fait, les médecins réanimateurs, nous on a publié un appel à témoins sur le site. J'ai eu cette idée-là au début de la crise. J'ai dit bon, on a besoin de savoir ce qui se passe dans les réa. On peut pas y aller parce que les contraintes sanitaires sont importantes. Publions un appel à témoignages. Vous êtes anesthésiste, médecin réanimateur, contactez-nous. On a reçu des dizaines et des dizaines de messages d'infirmiers, de médecins qui nous laissent leurs coordonnées ou non, qui nous racontaient leur quotidien. Il y avait un besoin pour eux d'expliquer la situation, et encore aujourd'hui je pense que on a la même situation aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir à l'esprit. La maladie du Covid, c'est une maladie des réanimations et des hôpitaux. Et c'est fondamental de comprendre ça. Et ces gens, face à l'afflux, quand ils ont 30% des gens qui ont une maladie dans leur service, c'est du jamais vu. C'est pas la grippe, quoi. Voilà. Et ça, c'était important. Et donc ces gens-là, ils avaient envie de témoigner. Donc le temps, ils l'ont trouvé. Ils nous appelaient entre midi et 2, ils prenaient une pause, ils allaient d'un patient, on les entendait des fois se faire appeler parce qu'il y avait un patient qui se dégradait, qu'il fallait qu'il reparte. Mais il y avait un vrai désir et je pense que voilà, le métier de journaliste scientifique, mais de journaliste tout court, c'est aussi de savoir écouter ces gens-là. Et donc plutôt qu'aller interviewer un expert des plateaux de télé, interviewer des gens qui sont dans les réa. Voilà. Alors c'était dur, et nous à ce niveau-là, les gens ont dû se relayer parce que faire 3 jours d'affilée des interviews de gens en réa, voilà, on a envie de se tirer une balle, quoi. On voit que rien ne bouge autour. C'était avant le confinement. Non, mais je pense que c'est vrai qu'il faut aller dans les hôpitaux et les réa, et je pense que les journalistes, ils sont bien accueillis en réalité. Parfois, ils osent pas y aller, et ils ont peur de déranger, etc. Mais je pense que c'est un endroit où le journalisme doit aller. Maintenant, en fait, de savoir comment ça se passe dans les réa, ça répond pas aux questions scientifiques qu'il y a derrière et aux incertitudes multiples qui sont associées au virus. Et je voulais un peu vous interroger là-dessus. Tout le monde a parlé d'incertitude dans cette crise, d'un virus que personne n'avait jamais vu. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est compliqué à traiter pour un journaliste scientifique ?
comment est-ce qu'on gère l'incertitude en étant quand même journalistique ? Alors, moi, je trouve que c'était extrêmement intéressant justement de se retrouver dans une rédaction généraliste au point. Moi, j'ai travaillé très longtemps à Sciences et Vie avant, donc j'étais entourée de journalistes scientifiques. Et donc, je me suis retrouvée un mois et demi avant le début de la pandémie dans une rédaction généraliste. Et donc, je suis arrivée avec ce que je savais de l'incertitude en sciences face à des gens qui sont des journalistes et des citoyens aussi, qui étaient très inquiets, qui au fond attendaient des réponses que j'aurais pu leur apporter en tant que journaliste scientifique, que j'avais pas du tout, mais que la plupart des scientifiques que j'avais pu avoir n'avaient pas non plus. Donc il a fallu faire une sorte d'éducation à vitesse grand V sur le fait que la science, elle peut avoir des certitudes, mais elles ont toujours un gradient, ces certitudes. Donc c'est un gradient plus ou moins élevé, et ce gradient-là peut évoluer. Et quand le gradient est très fort et qu'on est très très certain de quelque chose, c'est plus difficile de faire redescendre ce gradient, d'aller vers c'est peut-être un peu moins certain. Et à l'inverse, on apprend je ne sais quoi sur un traitement miraculeux qui apparaît et qui peut guérir tout le monde des formes graves du Covid. Le niveau de certitude sur cette information-là est très très faible, et on verra s'il évolue ou pas. Il évolue pas, voilà. Mais c'était vraiment une prise de conscience de ce qu'était pas la science. Il y avait une attente, je pense, pour beaucoup de gens, de journalistes, de réponses immédiates. Et ça a été vraiment le moment d'expliquer qu'il n'y en aurait pas tout de suite. Oui, je pense que c'était passionnant parce que, de facto, en tant qu'émission scientifique, nous on témoigne, on est lié à l'actualité scientifique, et quand il y a une actualité scientifique qui sort, c'est-à-dire quand il y a en fait un résultat, on en rend compte. Or là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on nous a demandé à toutes et à tous d'intervenir non pas pour parler des résultats, mais pour parler de la recherche de résultats. Et donc avec à mon avis, cet incompris d'ailleurs, et qui à mon avis explique pas mal de choses dans le lien que peuvent avoir le grand public, les citoyennes et les citoyens avec le journalisme scientifique et avec l'information qu'ils attendaient, on leur a toujours dit, mais la science, ça donne des réponses. La science, ça explique le réel, ça donne des clés pour comprendre le réel. Or, la recherche, comme le dit, à mon avis, justement, mon camarade Étienne Klein, c'est pas encore tout à fait la science. C'est la science en train de se faire. La science, c'est quand on est à l'étape du consensus. C'est-à-dire que ça a été posé et qu'on a acquis un consensus qui va pouvoir être défait a posteriori, mais jusqu'à preuve du contraire. La recherche, c'est la quête du consensus. Or, la recherche, elle n'écrète jamais, normalement, dans l'actualité. C'est-à-dire que jamais on ne suit le moment des controverses, jamais on ne suit le moment où des chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, jamais on ne suit des résultats partiels qui vont être infirmés après. Et ça, d'un seul coup, c'est arrivé à la surface, et il a fallu suivre et rendre compte de ça. Et ça a créé cette dissonance pour le grand public qui nous disait parfois, oui, mais il y a 15 jours, on nous disait que les enfants étaient super contagieux, et maintenant on rouvre les écoles. Ah ben oui, mais entre-temps, en un mois et demi, la connaissance a évolué, et on s'est rendu compte que vraisemblablement les enfants étaient moins contagieux, ou que la contagiosité était dose dépendante, ou bon bref, symptômes dépendante. Donc en fait voilà, on a eu besoin de rendre compte d'un travail en cours avec ces luttes de pouvoir, avec ces prises de pouvoir parfois un peu autoritaires ou brutales ou médiatiques, c'est-à-dire avec des personnes qui d'un seul coup occupent beaucoup de place sans beaucoup de légitimité, et tout ça a donné un sentiment de confusion et d'incompréhension pour le grand public. Et je pense que c'était important de rappeler que la recherche en train de se faire, oui, c'est un lieu de controverse, ça a toujours été un lieu de controverse. Les chercheurs ne sont pas en train de se crêper le chignon ou de se bouffer le nez, c'est ce qu'ils font toujours. Rappeler qu'aujourd'hui, sur des théories aussi solides que la relativité générale, il y a encore des milliers de chercheurs au monde dont le boulot, c'est d'essayer de prouver que ça ne marche pas. Mais sauf que ça, on ne le voit pas encore. Et je pense que c'est bien de faire ce distinguo-là pour les citoyennes et les citoyens. Il y avait aussi des controverses qui étaient plus artificielles et moins des vraies controverses scientifiques. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je voudrais signaler que je vais prendre des questions de la salle tout à l'heure, donc vous pourrez venir au pupitre et poser vos questions. Et j'invite aussi les personnes qui nous suivent sur Internet à envoyer leurs questions, et on me promet qu'elles nous seront transmises. Donc avant ça, je voudrais faire un petit tour de ce que pensent nos intervenants de l'articulation journaliste scientifique, journaliste généraliste, parce que je pense que c'était une des questions qui a vraiment été posée par cette crise. Vous êtes tous les trois dans des médias qui ne sont pas spécifiquement scientifiques. Est-ce que vos relations avec le reste de la rédaction ont changé durant cette crise ? Est-ce qu'on vous a écouté davantage ?
qu'est-ce qui a bien marché sur ce terrain et qu'est-ce qui a mal marché? Commence Tristan. Très clairement, on a été placé au milieu du village, quoi. Nous, au Figaro, on est un service très ancien, parce que les premières éditions du Figaro avaient déjà une section sciences, mais relativement périphérique. Dans les conférences de rédaction, on est l'avant-dernier service à présenter nos sujets, etc. C'est comme ça, on a déjà une page sanctuarisée dans le journal, ce qui est une très bonne chose. Et là, d'un coup, la conférence de rédaction a basculé. On est devenu le service vers lequel on se tournait immédiatement pour savoir, voilà, quoi penser. Quoi penser, que faire, comment répondre à la polémique, comment répondre à l'urgence, éclairez-nous. Voilà. C'est quoi un test antigénique? C'est quoi un test PCR? Pourquoi on n'a pas de réactif? Pourquoi le masque ça protège pas? Est-ce que ça protège? Pourquoi un dogme? Mais en même temps, Didier Raoult était tout le temps dans les colonnes opinion du Figaro, alors que vous, dans vos articles... Il l'a pas été tout le temps. Hein. Il a été moins que ce qu'on peut le penser. Il a été beaucoup sur le web, parce qu'il y a eu beaucoup de prises de parole. À partir du moment où quelqu'un comme lui devient une telle star des réseaux, et pour le coup, il n'a pas eu besoin des médias pour ça. Il l'a fait directement via YouTube. Sa première vidéo sur la chloroquine fait 1 million de vues. C'est pour ça que tout le monde se met à parler de lui. Il est d'abord un phénomène qui naît sur Internet et qui ensuite est récupéré dans tous les médias. Et qui est amplifié par la politique, hein, parce que moi on a fait une émission justement sur le traitement médiatique, et il y a quelqu'un qui suivait justement les occurrences de Raoult, et en fait il y a la première étude un peu pétée qui sort, bon, ça fait une petite vague, et ensuite le moment où ça prend, c'est la visite de Macron. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a un relais politique, il y a un appui politique qui d'un seul coup lui donne une stature qu'il n'avait pas avant, et qui se serait certainement écrétée s'il n'y avait pas eu d'appui politique, et s'il y avait eu un peu plus de culture scientifique chez les journalistes d'information générale. Mais fini, Tristan, sur le rapport science-non-science dans la rédaction. Du coup, sur ce rapport-là, clairement, nous a fait confiance sur toute la question de l'hydroxychloroquine. C'est notre expertise. On a dit, on va rester ouvert d'esprit, on va regarder. On a suivi le dossier. Surtout l'aspect politique, etc. Nous, on a lâché la bride, parce que finalement, ça dit autre chose de la société, et je pense que notre rôle en tant que journaliste scientifique, j'aimerais bien qu'il y ait moins de caisses de résonance, etc. Mais ça dit quelque chose de notre société, et les journalistes des autres médias ont un regard là-dessus, et on ne peut pas les empêcher. Je reviendrai à ce que disait Nicolas Martin, qui est très juste vraiment sur la culture scientifique des journalistes, qui est inexistante. Si elle était plus développée, peut-être que moins de journalistes seraient, entre guillemets, tombés dans le panneau. Mais après... ça pourrait être vrai dans n'importe quel domaine, quoi. Voilà, des grandes figures comme ça qui sont devenues, qui ont pris une place prépondérante. Il y en a dans plein de domaines sans qu'ils aient forcément. Attends, on finit juste sur cette affaire de est-ce que nous sommes toujours au centre du village ou est-ce que nous n'y sommes plus? Est-ce que toi tu es au centre du village, Caroline? Moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Encore une fois, j'ai eu un changement de culture complet, puisque venant de Sciences et Vie, 100% entouré de journalistes scientifiques, je me retrouve dans une rédaction où on est quelques-uns, 2, 3 régulièrement à parler de sciences et de santé. On est donc regardé tout de suite, centre du village, c'est la bonne expression. Tout d'un coup, ça devient... très important qu'on puisse donner des réponses, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'en a pas. Et puis au fur et à mesure, ce qui s'est passé, un peu comme ce qui s'est passé partout dans nos familles et partout dans la société, au fur et à mesure de la crise, je me suis retrouvée aussi face à des gens qui s'étaient approprié le titre d'expert quelque part, et qui du coup avaient des certitudes et des choses, et ça pouvait être avec des rapports hiérarchiques, et qui avaient vraiment un avis très précis sur ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait croire et sur ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'était aussi des discussions qui étaient intéressantes, et on a aussi la chance d'avoir quand même la confiance de la rédaction, de pouvoir nous avoir notre ligne, de traiter les sujets tels qu'on le souhaitait, ne pas déroger à un travail comme on pouvait le faire avant, si ce n'est qu'on devait le faire encore plus vite. Après, ce qui se passe dans le reste du journal, ce qui se passe sur les autres médias, c'est autre chose. Voilà. Moi, c'était vraiment, c'était important d'avoir cette ligne claire dans nos esprits, dans l'équipe, de pouvoir la garder. C'est ce qui a pu se faire. Mais face à la rédaction qui devenait de plus en plus experte, qui avait de plus en plus d'avis, plus le sujet diffusé dans la société, plus j'avais des experts autour de moi à chaque conférence de rédaction. Bon, voilà. Mais c'était un autre travail, autre chose. L'aspect politique, économique. Enfin, voilà. Nicolas ? Sur culture, il y a effectivement vraiment, mais je pense dans toutes les rédactions, comme le disait Tanguy à l'instant, il y a vraiment une... Tristan, pardon.
Tranquille, excuse-moi. Il y a vraiment une dissonance entre les rédactions d'Infogéné et les rédactions spécialisées que sont les programmes et les émissions. Donc c'est-à-dire qu'on travaille pas, on travaille évidemment ensemble, mais il n'y a pas toujours de cheville très fonctionnelle entre nous. Et voilà. Et puis petit à petit, on a essayé d'être ressource pour la rédaction en disant bon voilà, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous poser la question, nous on est là, on répondra toujours. Ça n'empêche pas qu'il y a encore, et il arrive parfois encore de voir des petits couacs, des titrailles un peu épaisse ou un peu amplifiée par rapport à la nature de ce qu'il y a dans les études, mais enfin, en vrai, il y a eu un vrai travail d'accompagnement de l'Infogéné et donc de formation à la culture scientifique. Je suis désolé de revenir là-dessus parce que c'est vraiment un peu mon dada. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est pas très scientifique de dire ça, ce monde parallèle dans lequel, encore une fois, les journalistes d'Infogéné sont formés depuis 10 ou 15 ans et où donc on vit cette crise sans la pollution de Didier Raoult depuis le début. C'est-à-dire que vraiment, on vit les choses différemment. Peut-être que c'est un tournant complet sur la façon et sur la gestion de la crise et sur la perception de la gestion de la crise par les journalistes, comme l'enquête qui a été faite montre que tout est très très anxiogène. Peut-être, enfin, c'est vraiment une autre approche totale. Ça change le visage de la gestion de la crise. Et à ce propos, j'aimerais ajouter quelque chose qui me semble intéressant. C'est-à-dire que à chaque fois que on a pris la parole pour expliquer pourquoi les méthodes, les études de des équipes de Didier Raoult posaient problème, pourquoi, donc vraiment toujours en essayant de faire du travail pédagogique, en disant que c'est pas possible, qu'il n'y ait pas de groupe contrôle, etc., etc. À chaque fois qu'on essayait de déconstruire ce discours vraiment de manière scientifique, on recevait des messages d'insultes en disant mais pourquoi vous en prenez à Didier Raoult? Qui êtes-vous, vous qui êtes un ancien prof de lettres d'ailleurs, quelle légitimité avez-vous pour vous en prendre au plus grand infectiologue du monde, ou peu ou prou à peu près la même chose. Et je trouve ça intéressant parce que l'attente générale qui est faite aux journalistes par rapport à d'autres secteurs d'information comme l'économie ou la politique, c'est précisément de tailler des croupières, c'est-à-dire d'y aller avec des questions incisives, de ne pas laisser le discours s'installer et de demander des comptes, de contourner le discours de communication. Or, quand c'est exactement le travail qu'on produit pour déconstruire un propos qui est un propos problématique à plein d'égards, d'un seul coup, on se fait attaquer sur le fait qu'on est partie prenante, qu'on veut se payer un tel ou un tel, ou enfin, d'un seul coup, comme si on n'attendait pas la même chose du journaliste scientifique que du journaliste politique ou du journaliste économique. Ça pose, enfin moi je trouve ça intéressant quand même la question que ça soulève. Et je pense qu'effectivement c'est important que les journalistes scientifiques questionnent les scientifiques et leur autorité exactement comme les journalistes des autres secteurs. C'est même essentiel. Posent la question et challenge leurs interlocuteurs. Du coup effectivement je vais laisser un peu la parole à la salle s'il y a des questions. Je vois qu'il y en a une. Est-ce que vous pouvez aller la poser au micro parce que ça facilite les choses pour l'enregistrement. Oui, bonjour. Comment le Covid a amené quand même du coup sur le devant de la table les remèdes à y apporter, donc Kaletra, hydroxychloroquine. Pardon, moi j'entends rien du tout. Ouais. Oui, le Covid a amené le remède à y apporter à ce Covid sur la question du remdesivir, l'hydroxychloroquine, le Kaletra, etc. Avec derrière des gros enjeux sur les big pharma, Sanofi, machin. Je voulais savoir un petit peu comment on se préserve des conflits d'intérêts quand on est journaliste, comment on se préserve, comment on garde la tête froide par rapport à tout ça. Merci. Tristan, sur les conflits d'intérêts. Je veux bien répondre. Moi, je suis payé par Monsanto, Gilead. Non, on l'est tous, non? Le conflit d'intérêts, nous, il n'y en a aucun. Comme ça, c'est pas très compliqué. Les seuls conflits d'intérêts qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir fait des voyages de presse payés par des laboratoires, mais moi, je suis journaliste scientifique, je travaille sur l'astrophysique, etc. Donc, j'ai pas de lien avec les big pharma. Il y a un vrai problème en France. Ici, on avait parlé à la commission d'enquête devant le Sénat, et je trouve qu'il est très vrai. Il y a un vrai problème de la médecine en France et de ses liens incestueux avec les big pharma, dont ils ont du mal à se dépêtrer. Pour autant, les médecins sont des gens qui veulent soigner les gens, qui essayent de se former, donc qui acceptent des invitations pour aller à des congrès pour se former, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se le faire payer quand ils sont à l'hôpital par leurs institutions.
Donc voilà, ça crée des vrais problèmes. Ils ont besoin des labos pour tester de nouveaux médicaments. Après, les big pharma, ils ont intérêt à faire de l'argent. Ils ont aussi une volonté quand même de produire des traitements qui soignent, quoi. Il y a quand même beaucoup de garde-fous, d'autorités sanitaires, etc. Ça n'empêche pas qu'il y a des scandales de temps en temps. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait des scandales prouve aussi que les informations sortent. Ça peut, enfin, je sais pas si ça peut nous rassurer, mais s'il n'y avait aucun scandale sur les big pharma, ça voudrait dire aussi que, voilà, en fait, on est incapable de déceler le moindre problème. La complexité avec les conflits d'intérêts, c'est qu'ils sont partout en médecine. Donc à partir de là, soit on cesse de croire la médecine, oui. Soit on les mentionne, mais on continue à raisonner sur les productions scientifiques des médecins, il me semble. Je pense que là aussi, il y a quelques incompris ou mal compris, c'est-à-dire que des liens d'intérêt, il y en a partout, et c'est normal, et c'est le fonctionnement classique de la médecine, et ils sont publiés, et ils sont consultables en ligne, sauf ceux qui sont évidemment dissimulés, mais ça, contre lesquels on ne peut rien faire. Mais là aussi, il faut peut-être faire attention à ne pas confondre médecine et recherche, et je pense que là aussi, c'est un autre incompris, c'est la structuration de la recherche et de la recherche fondamentale aujourd'hui en France. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est Gilead, c'est Sanofi, etc., ou c'est Bayer qui mettent le gros pognon sur la table et qui font fonctionner les labos, etc. Il faut se rappeler qu'en France, plus des 2/3 de la recherche et de la recherche fondamentale aujourd'hui sur le Covid, c'est de la recherche académique, qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans des start-up, et qu'en général, pas toujours, le big pharma, ou en tout cas les gros laboratoires pharmaceutiques, arrivent en fin de parcours quand il y a des molécules pour les passer au stade industriel. Donc la recherche initiale, il faut arrêter de croire qu'elle est aux mains du big pharma. C'est pas vrai. Elle est essentiellement académique. Elle est surtout dans des petites sociétés de biotech qui ensuite éventuellement peuvent se faire racheter, etc., dans un autre processus industriel. Mais ça aussi, je pense que c'est une des pensées qu'il faut déconstruire, parce qu'à partir du moment où on sait ça, et ben du coup, on évite de tomber dans le complotisme un peu bas de gamme, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui. Bonjour. Non, bonjour. Je me posais juste une question, en fait. Il y avait un truc qui m'avait interpellé, et j'avais lu aussi, notamment sur Arrêt sur Image, et du coup j'essaie de travailler avec des jeunes là-dessus. C'est le moment où il y a cet il y a le Lancet qui publie la... Je ne sais pas si on avait parlé tout à l'heure, je suis arrivé en cours, mais le Lancet qui publie cette comment on pourrait appeler ça, cette méta-étude. Méta-analyse. Exactement, merci. Cette étude sur la chloroquine, et qui notamment... une étude qui a été remise en question après, dans la semaine d'ailleurs, il me semble. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a cette étude qui sort, et instantanément, dans la journée, il y a des titres de l'Express, de 20 minutes, en fait, tous les médias, et même... publier des choses comme fin de partie pour la chloroquine tout de suite, en reprenant, et là on le voit très bien parce que les articles sont très simples, reprenant ce qui est sorti sur l'AFP en fait, ou alors le petit communiqué de presse qui est sorti en même temps que l'étude. Et je trouve ce moment ultra intéressant dans le sens où on voit bien que qu'il n'y a pas de traitement autre que l'arrivée de la dépêche AFP ou du communiqué de presse, et on rebalance directement, et en plus on rebalance tout de suite parce qu'on est dans un contexte où on sait que tout le monde parle de Raoult, etc., et que la chloroquine en France c'est un sujet ultra important, donc ça va faire du clic. Et je trouvais ce moment-là ultra intéressant. Voilà. Caroline, tu as un commentaire là-dessus ? Oui, une expérience personnelle. Donc je vois l'étude, je la lis, et je la trouve bizarre, mais je sais pas, c'est presque instinctif, je trouve ça bizarre. Donc je dis que moi j'ai besoin de temps, que je peux pas répondre, que j'ai rien à dire pour l'instant, là je sais pas. Et le temps je l'ai pas eu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sorties et partout dans la presse, et qu'il y a eu une pression pour que ce soit traité. C'est pas moi qui l'ai fait, bon on s'en fiche, c'est fait. Mais voilà, ça a été mon seul levier d'action, c'est de dire, je sais pas, c'est bizarre, il faut que je me renseigne, quoi. Voilà, comme mon boulot de journaliste. Il y a un tel rouleau compresseur qui a été lancé sur cette histoire d'hydroxychloroquine et de Covid qu'il n'y a pas eu le temps. Et ça a été balancé. Puis il a fallu rétracter. Puis il a fallu... voilà. Donc, juste un petit peu de temps, un tout petit peu de temps. C'était pas long, le temps qu'il aurait fallu que chacun s'accorde pour que rapidement la pelote se dévide et qu'on dise, il y a un loup, quoi.
Pour compléter, pour partager un peu ça, effectivement, il y a plusieurs choses bizarres. Hein. Il n'y a que 3 auteurs pour une méta-étude qui regroupe autant de patients. Donc il y a des indices qu'on peut trouver ou non. C'est-à-dire que même nous, en tant que journalistes scientifiques, parfois on tombe dans le panneau et effectivement on est pressé. Nous, on a cette chronique quotidienne qu'il faut faire. Donc moi, je fais une chronique là-dessus. Je fais une chronique, mais ce dont on ne peut pas se départir, et ce que je fais dans ma chronique, c'est-à-dire que j'explique ce qu'il y a dans le papier. Nous, en tant que journalistes scientifiques, à ce moment-là, on n'a aucun moyen de savoir que les données sont bidons. On peut pas le savoir. On peut savoir on peut se dire, il y a que 3 auteurs, et si vraiment tu prends le temps de décortiquer, tu dis, il y a quand même des chiffres entre l'Australie et la Chine qui sont un peu bizarres. Mais ça, il faut avoir vraiment beaucoup de temps pour rentrer dans les chiffres à ce niveau-là. Savoir que les chiffres sont fabriqués ou qu'ils sont bidons, on n'a aucun moyen de le savoir. En revanche, ce qu'on peut faire, et ce que j'ai fait pour ma part avec l'équipe de la méthode, c'est toujours justement ne pas céder aux fins de partie et ne pas dire ça y est, c'est terminé, c'est-à-dire ne jamais avoir de propos définitifs et garder en toutes circonstances les précautions épistémiques de dire c'est jusqu'à preuve du contraire, il va falloir des études observationnelles et pas des méta-études, il va falloir des études cliniques pour le confirmer, c'est un indice supplémentaire mais qui demande à être confirmé. Et c'est là où on voit, pour revenir encore là-dessus, pourquoi est-ce que tout le monde fait fin de partie et pourquoi tout le monde se rue là-dessus? Parce que, une fois de plus, le débat a été hystérisé, politisé, et que tout le monde s'engouffre avec toujours la même absence de formation et de culture scientifique, et donc ces fameuses précautions épistémiques dont on est, nous, bien coutumiers, parce que c'est la base du travail de journaliste scientifique, c'est de dire oui, ok, et jusqu'à preuve du contraire. Donc on revient à l'initiale. Formation scientifique, des journalistes, d'infogénés, 10 ans, pas de Raoult, et donc pas de fin de partie, et on tombe pas dans le panneau. Bim. Et il va falloir qu'on rende l'antenne, là, parce qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je voudrais, juste sur ce point-là précis, dire au moins une chose qu'il faut que les journalistes généralistes retiennent. Peut-être un truc de journaliste scientifique, c'est une étude isolée, on ne titre pas sur une étude isolée. La science ne marche pas comme ça. Il n'y a pas l'étude miracle qui donne la réponse qu'on attendait enfin. La science, c'est un processus par accumulation. Il y a des dizaines et des dizaines d'études. C'est un peu comme un tribunal. Il y a des preuves pour et des preuves contre et on tranche en fonction de ça. Donc ce désir de l'étude salvatrice, en fait, c'est la première chose dont il faut se départir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je crois qu'il faut qu'on arrête maintenant. Bonne fin et bonne continuation des assises. À bientôt.